niveau de ton nouveau job, comment ça se passe avec les équipes de dev Bah, du coup, ils ont fait un sprint complet, ils n'ont pas développé grand-chose. Le peu qu'ils ont développé, ça ressemble pas à la maquette, pourtant c'était pas si compliqué. C'était quoi? Un bouton? Quoi? Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, on est les seuls garants, nous, POUX, de ce que veulent les utilisateurs. Et du coup, eux, ils sont en mode ouais, je vais faire mon kiff technique, Angular, gna gna gna. Nous, on est des React et on n'est pas compris, on est des Matuvu, machin. Bref. Ouais. Puis leur excuse, les tests. On a testé, ça nous a pris du temps, mais pourquoi vous testez, les mecs? Vous faites pas attention. Puis, de toute façon, tester, c'est quoi? C'est douter. T'as raison. Bah écoute, je vais te payer un petit café et puis on va oublier ça. Hein. Ouais. Je pense que cette discussion, vous avez dû l'entendre. Hein. Ou un petit peu, peut-être pas tout, mais un petit peu. En tout cas, nous, avec Cécile, on l'a entendu et on s'est dit qu'il fallait peut-être remédier à ça. Et l'une de notre proposition, c'est le pair design. Un moyen pour mieux concevoir à deux ou à plusieurs. Du coup, qu'est-ce que c'est le pair design? En fait, l'idée, c'est de prendre le pair programming et l'appliquer au design. L'objectif, ça va être d'aligner les objectifs, les besoins des utilisateurs au niveau de toute l'équipe. Donc, que ce soit les designers, les développeurs, les PO, toutes les parties prenantes. En effet, lorsqu'on va vous parler d'équipe, il faut bien penser que ça sera développeur, designer. En effet, quand on fait un produit, on veut que tout le monde soit aligné sur le besoin utilisateur, mais surtout sur notre produit, sur les futures fonctionnalités qu'on va développer. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on va vous présenter plein de petites bonnes pratiques que vous pourriez réutiliser pour mettre en place du pair design dans vos équipes. La première chose qu'on va faire, c'est de la user research. Donc l'objectif va vraiment être de comprendre les utilisateurs pour entrer en empathie avec eux. Ce qu'on va faire, par exemple, c'est des interviews ou du shadowing. Mais ces interviews, on ne va pas les faire tout seul, on va emmener toute l'équipe, les développeurs avec nous. On peut même les former à pratiquer les interviews eux-mêmes. Dans le cas où ce n'est pas possible, parce que ça arrive, on va au moins partager toute la démarche, leur faire les retours, etc. L'objectif ensuite, ça va être de co-créer des personas et des cartographies de l'expérience, par exemple une expérience map. Alors c'est quelque chose qui est vraiment très très important, notamment dans un cadre d'application métier, où les besoins sont très spécifiques, très uniques, où la compréhension partagée est cruciale. En fait, les applications métiers, on a des besoins très très spécifiques, c'est pour très peu, un panel assez petit d'utilisateurs. Du coup, c'est vraiment important que tout le monde comprenne les besoins. Ensuite, après cette phase de user research, on va avoir une phase d'idéation et de conception. Le principe, c'est qu'en fait, une fois qu'on a plein de retours sur l'utilisateur, qui il est, de quoi il a besoin, on va essayer de générer plein d'idées, après, bien sûr, d'en garder qu'une seule et d'essayer de l'amener jusqu'au développement. On a parlé user research, tu nous as montré quelques exemples, je peux vous en montrer quelques-uns. Par exemple, l'empathy map. C'est tout simplement une carte de votre utilisateur et vous allez essayer de représenter tout ce qu'il pense, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il entend. Ça permet de dresser un vrai environnement et de se faire vraiment une idée concrète de notre utilisateur. On peut aussi, souvent, moi c'est vrai que j'ai des retours de certains développeurs qui me disent « Ouais, mais Estelle, toi dans ton boulot, tu fais beaucoup d'analyses par rapport à la concurrence, tu analyses beaucoup les écrans sur les mêmes typologies, bien sûr, de fonctionnalités. » Et je leur réponds « Dans ces cas-là, on n'a qu'à faire un test des 5 secondes sur des écrans qui correspondent à la fonctionnalité qu'on veut développer. » Donc du coup, je fais venir les utilisateurs, on fait le test des 5 secondes, c'est-à-dire que je leur montre une IHM, je la cache, je leur demande de dessiner, puis on fait ça 10 secondes et 15 secondes. Et on voit qu'est-ce qu'il en ressort. Souvent, on arrive à déterminer les fonctionnalités primaires, les gros boutons justement que vous voyez bien au début, après les fonctionnalités secondaires, puis les regroupements fonctionnels, etc., etc. Ça permet qu'eux aussi aient conscience de ce qui se fait dans nos métiers. Une fois qu'on a tout ça, on part sur de l'idéation et de la conception, et là je vais vous présenter le 6-to-1. Le 6-to-1, c'est très simple, c'est un atelier qui se compose au départ par 6 étapes, c'est-à-dire que pour une problématique, je vais vous demander de créer 6 maquettes. 6 maquettes, 6 IHM, de la même chose, mais vues différemment. Ça, ensuite, une fois que vous l'avez fait, vous parlez entre vous pour vous savoir quels sont les points positifs de chaque maquette, et vous essayez, après, de prendre quelques minutes et de n'en faire plus qu'une.
Et ça, finalement, vous pouvez le faire avec votre équipe, développeur, UX designer, et à la fin, vous avez plein de possibilités sur lesquelles vous pouvez débattre et du coup choisir la meilleure des fonctionnalités. Tout ça pour dire que dans l'idéation et la conception, ce qui est très intéressant quand on parle d'équipe, c'est de tout partager. De partager autant des impératifs techniques que la partie dev peut avoir. Vous savez, toutes ces contraintes de lib, de composants qu'on a déjà utilisés et qu'on voudrait bien réutiliser pour éviter de faire le travail deux fois, ben ça, c'est quelque chose qui doit être partagé aussi par les UX designers. Et de même, un développeur devrait aussi partager les bonnes pratiques UX afin que du coup, le travail soit réellement coopératif et que du coup, chacun puisse monter en compétence un peu sur les domaines qu'il n'a pas. Suite à ces trois étapes-là, on va pouvoir, souvent on a des wireframes, des parcours utilisateurs, et on va devoir les développer. Donc on va être dans une phase de génération et de développement. Donc ce qu'on va pouvoir mettre en place, c'est du pair programming, du mob programming, développeur, designer. Donc en tant que designer, on va s'asseoir physiquement à côté du développeur et développer ensemble le composant, l'interface, la problématique actuelle. Donc ça va nous permettre d'éviter les 50 allers-retours qui sont hyper frustrants et de pouvoir vraiment valider en direct. Alors ça marche que si le designer a conscience qu'il n'aura pas un pixel perfect dès le départ. Il faut vraiment accepter que ça évolue, que ça ne réponde pas techniquement, ce que j'ai imaginé n'est pas faisable dans le temps imparti. C'est pas grave, on reviendra plus tard. Et ce qu'on va aussi pouvoir mettre en place, c'est un design system qu'on va co-concevoir, donc pareil, développeurs, designers, ensemble. Donc ça va vraiment être une bibliothèque de composants qui vont être spécifiés à la fois techniquement et fonctionnellement sur autant la couleur, les fontes, mais également sur le fonctionnement, les états, etc. Dans ce cadre-là, on va pouvoir du coup faire ce qu'on appelle des ateliers de nommage. Du coup, ça va être l'idée, va vraiment pour chaque composant, du plus micro au plus macro, se mettre ensemble, l'équipe, et réfléchir à comment on le nomme. Vraiment parler un seul langage. Alors, ça commence par vraiment le designer, le concepteur, donc PO également, explique le cas d'usage. Pourquoi on en a besoin, dans quel cadre on s'en sert, quels sont ce qu'on en attend. À partir de là, on va pouvoir choisir le nom. Première chose qu'on va faire, par exemple, c'est prendre la liste de toutes les balises HTML, voir s'il n'y a déjà pas une qui fait le job. Ça arrive souvent. Et ensuite, à partir de là, du coup, lui donner un nom. On va aussi définir les variantes et les états, mais de manière exhaustive à l'instant T. Donc, on va éviter on va vraiment cadrer, ça va éviter au designer de partir très très loin et à la fin avoir des composants qui font papa et maman alors qu'on a juste besoin d'avoir papa ou maman. Et ce qu'on va également faire, c'est tout ce qui est donc les do et les don't, les spécifications fonctionnelles et techniques. Par exemple, comment ça fonctionne en cas d'erreur ou qu'est-ce qui se passe si, par exemple, ma page ne charge pas. Ça peut arriver. Et voilà. Une fois la partie développement terminée, les ateliers de nommage terminés, réalisés, etc., on passe sur la partie la plus fun, le test et la validation. Alors, je dis la plus fun, mais vous savez très bien que c'est toujours difficile d'avoir énormément de retours, que ce soit vis-à-vis des problèmes techniques qu'on pourrait avoir, voire même des problèmes de conception qu'on pourrait avoir, voire même les problèmes où au final, on se rend compte qu'on n'a pas compris le besoin utilisateur et qu'en fait, on aurait pu très bien se rendre compte de ça bien avant. Et ça, cette partie test et retour, souvent on le fait avec l'utilisateur final, mais on le fait juste entre PO, UX ou personnes du métier. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas le faire avec des gens du développement, avec l'équipe ? Notre principe, ça serait de dire que oui. Et comment ? Par exemple, on peut mettre en place un guérilla test. Déjà, tout le monde peut le faire, ça prend peu de temps, il n'y a pas énormément de coûts ni de matériel qu'on doit forcément prendre pour faire ce test-là. C'est un procédé, en fait, tout simplement, où on va essayer d'aller à la rencontre de l'utilisateur dans son environnement. Par exemple, je sais que Cécile a fait déjà un guérilla test en plein milieu de l'esplanade de la Défense, en plein mois d'hiver, donc imaginez un petit peu, avec un prototype et toi et d'autres devs. Tout ça pour vous dire en fait que c'est une technique super intéressante parce que Jacob Nielsen et Steve Krug, qui sont deux éminents UX et spécialistes dans le domaine, disent qu'au bout de 5 retours utilisateurs, on sait déjà s'il y a un problème critique sur ce qu'on a fait. Donc clairement, le guérilla test, c'est un peu la manière rapide de savoir si on est bon ou pas. Qu'est-ce que c'est, on va dire, dans le concret ? On prend un prototype, soit réalisé, soit sous format de maquette. On va dehors,
tous ensemble, on met un manteau. Soit on peut se poser dans un bar, ou soit on peut directement aller comme ça dans la rue si ça dure pas longtemps. Et on essaye d'interpeller des gens pour essayer notre super prototype. Et ça, clairement, le fait de le faire en équipe, c'est chouette pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a énormément de retours, c'est-à-dire plus de personnes, plus de retours. On a aussi une meilleure connaissance de notre utilisateur. C'est vrai que l'équipe a moins, enfin surtout la partie développement, a moins cette sensation de connaître le user. Là, il est au cœur réel du test, il est au cœur de l'environnement du user, et en plus de ça, il a lui aussi tous les retours. Il se prend tout comme un UX ou un PO pourrait avoir tous ces retours-là. Et dernier point qui pour moi est le plus crucial, c'est qu'on peut prioriser les retours ensemble. Souvent, on arrive au moment où on a un max de retours, et puis c'est souvent le PO, l'UX ou le métier qui dit « Ah ben oui, mais ça, c'est vachement prio ». Mais le dev ne comprend pas pourquoi. Pourquoi simplement une fonction de recherche qui ne fonctionne pas extrêmement bien, c'est plus prio que tout le reste. Ben souvent, parce que l'utilisateur en a le plus besoin. Et ça, du moment où c'est partagé par l'équipe, c'est énorme, parce que du coup, on parle de la même chose avec les mêmes besoins. Et aujourd'hui, en fait, on est nombreux à travailler dans des contextes agiles, on travaille en Scrum, on fait des sprints, des cycles assez courts, itératifs. Et en fait, toutes ces différentes étapes-là, elles s'inscrivent totalement dans ces sprints. On évite de travailler en commençant toute la user research pendant des mois et des mois, ensuite pour l'idéation, conception, génération, développement, et enfin les tests à la fin. C'est des étapes qu'on essaye de faire, qu'on doit faire à tous les sprints. Donc on parle de user research, on va parler de la user research d'un point de vue, par exemple, très macro, sur le produit, sur les besoins utilisateurs d'un point de vue macro, vraiment comprendre ce qu'ils font au quotidien. Mais également, on peut le faire de manière micro, sur de la fonctionnalité. Vraiment, j'ai un simple formulaire, on peut faire de la recherche sur ce simple formulaire et pas être toujours sur un produit, mon application au sens large. Donc c'est vraiment quelque chose, et du coup, comme c'est itératif, on évite de se tromper, on va dire l'erreur est moins grave, on va dire ça, et on réitère à chaque sprint. Et du coup, comment commencer? Alors, première chose qui est très très important, c'est vraiment d'avoir la validation du management. Ces genres de choses, de démarches, ça prend du temps, c'est pas toujours compréhensible parce qu'on fait sortir les gens de leur zone de confort et de leur cadre. Un développeur est censé développer, un designer est censé designer. Donc voilà, on va un peu au contre-courant de ça. Et du coup, si on le fait de manière en sous-marin, ça ne passe pas. Il faut aussi le prévoir au sein des sprints. Parce que ne pas faire des interviews, ça peut prendre du temps, ça peut facilement prendre une demi-journée. Demi-journée qui ne sera pas de coût de développement. Donc ça doit vraiment être pris en compte au niveau du chiffrage, de la vélocité. Et enfin, et là c'est peut-être le plus dur en tant que concepteur-designer, c'est de faire confiance à son équipe, de ne pas hésiter à déléguer, à être totalement transparent, à les former. Et finalement, pour nous-mêmes, ce qui devrait être normal, c'est qu'un développeur aille interviewer lui-même les utilisateurs et ça ne devrait pas être quelque chose d'étrange. C'est vraiment ça. Et surtout, ce qu'il faut, c'est que l'envie, ça doit venir de faire du pair design de l'équipe. Ce n'est pas quelque chose qui doit être imposé, ça doit vraiment venir de la base, du bas, et que ça soit vraiment un besoin. Sinon, ça ne marche pas, tout simplement. On a même eu un super retour d'un utilisateur qui était conquis. Harry nous a dit qu'il avait essayé et que ça lui avait complètement changé sa vie. Pour vous dire. Spoiler alerte, c'est faux. Tout simplement parce que ce n'est pas une recette magique. Ce qu'on vous dit là, c'est des bonnes pratiques à appliquer et c'est bien sûr à vous de vous approprier tout ça. C'est à vous de créer ce besoin-là. Peut-être qu'il n'y est pas, peut-être que vous n'en avez pas besoin, peut-être que vous le sentez un petit peu et que vous n'allez peut-être pas mettre en place toutes les bonnes pratiques qu'on vous a expliquées, mais en tout cas, il ne faut pas copier-coller et vous dire que ça va changer et révolutionner votre vie. D'ailleurs, on le dira un petit peu après avec Cécile, mais si vous voulez aussi faire des ateliers de ce style et nous les partager, ça nous ferait grandement plaisir. Petite citation, Pair programming is not a go faster strategy, it's a wasteless strategy. Merci pour cet accent magnifique, Estelle. Mais comme le dit Ken Beck sur le pair programming, ou comme le dirait Woody sur du mob programming, l'objectif du pair design, ce n'est pas la productivité, mais c'est le fait d'être efficient. On ne veut pas forcément aller plus vite, mais on veut gagner du temps. Du coup, c'était Cécile Fred-Foucault, je suis product designer, passionate design et co-organisatrice de Design System France. Estelle. Et Estelle Landry, product owner chez Pix, une start-up d'État dans l'évaluation des compétences numériques. Je suis passionnée aussi du X, je suis speaker et co-organisatrice de Sonitech Montpellier, une conférence à Montpellier sous le soleil et sur la tech.
Et si votre outil aujourd'hui ressemble à ça, essayez le pair design et volez de vos propres ailes. Merci beaucoup.